Exilés ou voyageurs, apatrides ou migrants, des vies suspendues à un bout de papier, le passeport. Dans ce numéro, Patrick Boucheron invite l'historienne Delphine Diaz avant de retrouver la chronique de Manon Bril. Il est des objets dont on ne comprend véritablement l'importance que lorsqu'on les perd. Ainsi du passeport. Quoi de plus banal en apparence que cette pièce d'identité que l'on brandit lorsque l'on franchit la frontière? Vous avez vos papiers? Si oui, pas de problème. Vous passez. Sinon, alors la contrainte d'État va peser plus lourdement et la vie devient plus fragile. On appelle bien improprement sans-papiers ceux qui passent leur temps à accumuler des paperasses pour compenser ce manque, le manque de cet objet mondial par excellence qu'est le passeport et qui, aujourd'hui, nous divise tout autant qu'il nous rassemble. Car le monde se couvre de frontières. L'histoire du passeport est une histoire plus longue qu'on le croit, car elle met en jeu une donnée presque anthropologique. Tout pouvoir est pouvoir de contrainte sur les déplacements. Mais au XIXe siècle, sous l'impulsion contradictoire de l'affirmation des États-nations et de l'intensification des migrations, cette histoire s'exacerbe. Delphine Diaz nous en parle aujourd'hui, car c'est une spécialiste de l'histoire transnationale de l'exil politique. Le passeport est un mot qui, en français, est apparu au XVe siècle, qui signifie passe, le franchissement, et port, au sens d'issue. Un passeport est donc un objet qui permet de voyager. Dans Le Monde d'hier, Stefan Zweig écrivait « Avant 1914, la terre appartenait à tous les hommes. Il n'y avait pas de permis, pas de mesures tracassières, pas de passeport. C'est la question qu'on peut se poser. En réalité, au XXe siècle, l'obligation des passeports s'est imposée. Mais le passeport, comme objet, a une histoire longue. Et cette histoire longue, on aimerait la restituer dans toute sa matérialité, à travers les objets que sont les passeports. L'histoire du passeport commence avec l'Ancien Testament et le livre de Néhémie, écrit vers le 5e siècle avant notre ère. Néhémie, le constructeur des murailles de Jérusalem, adresse une lettre au gouverneur de la province par-delà la rivière pour pouvoir voyager librement en Judée. Si l'on trouve des documents similaires en Chine ancienne, vers le 2e siècle avant notre ère, il faut attendre la fin du Moyen-Âge pour voir le passeport se diffuser en Europe. Entrer dans un royaume, une principauté ou une ville nécessite bien souvent de franchir des portes, des passages, des remparts. Remplaçant les sauf-conduits, les passeports permettent la libre circulation des commerçants et de leurs marchandises. D'abord délivré par des pouvoirs locaux, du simple curé de paroisse au roi en personne, le passeport relève à la fin du XVIIIe d'un monopole étatique. À la veille de la Révolution, il devient la marque d'un pouvoir oppressif et inégalitaire qui entrave la libre circulation des gens des classes populaires ou des migrants les plus fragiles. La Révolution française inaugure de profonds bouleversements. Avant même son déclenchement, au moment de la rédaction des cahiers de doléances, en vue de la réunion des États généraux, les Français vont être amenés à consigner leurs plaintes dans ces cahiers, et parmi ces plaintes revient régulièrement l'idée d'une circulation entravée par ces passeports, par ces autorisations de circulation qu'il fallait demander. Cette liberté de circulation qui était hautement revendiquée en 1789 va aboutir dans la première constitution française, la constitution de 1791, qui va reconnaître cette liberté de circulation pour les Français. Liberté d'aller, de rester, de partir. Le Premier Empire va inaugurer des changements importants. D'abord, dans la normalisation du passeport.
Désormais, le passeport a un format obligatoire. Il est constitué d'une souche qui reste dans les registres des mairies, et d'une feuille détachable qui est confiée au porteur du passeport. Dans les passeports tels qu'ils ont été uniformisés par Fouché, ministre de la police générale de Napoléon Ier, homogénéisés, on trouve systématiquement un certain nombre d'informations. Le lieu où le passeport a été délivré, mais également le signalement. Et dans ce signalement, on peut par exemple voir un certain nombre de marques physiques, la taille, la couleur des cheveux, les sourcils, le nez, la barbe, la forme du visage, par exemple, le front, les yeux, la bouche, bref, tout un ensemble d'indications sur la façon dont on peut se représenter un individu et dont on peut le reconnaître. Ce qui est intéressant également, c'est qu'à travers toutes ces marques physiques, on a un portrait qui s'ébauche, mais un portrait souvent très imparfait. Comment reconnaître un nez bien fait, par exemple? Ici, on arrive aux limites de ce signalement qui est une méthode héritée du monde carcéral. Temps des mesures et de la classification, le 19e siècle multiplie les expérimentations scientifiques et théoriques pour faciliter l'identification physique. Les autorités se donnent les moyens de tenir à distance les bateleurs, saltimbanques, nomades et vagabonds censés troubler la sécurité publique et souvent assimilés à des criminels. L'histoire du passeport rencontre celle de la criminologie, alors en plein essor. Les recherches anthropométriques d'Alphonse Bertillon, commis aux écritures à la préfecture de police de Paris, ou la découverte de la dactyloscopie par Juan Vucetich, qui permet la lecture des empreintes digitales, font évoluer le passeport vers davantage de rigueur. Peu à peu, une nouvelle cartographie du corps du voyageur se dessine. Au-delà des apparences, on cherche à définir les caractéristiques uniques propres à chaque individu. La photo d'identité, prise de face et de profil, se généralise après 1914. There you are. Thank you. Just put it down, please. Un siècle après Bertillon, on sait numériser empreintes et visages. Le passeport biométrique, avec sa puce sensible, franchit quelques degrés de plus dans la science du contrôle. À la fin de la Première Guerre mondiale, se pose la question des réfugiés privés de leur nationalité, ceux qu'on appelle les apatrides. Et face à cette fabrique des apatrides, il va falloir trouver des solutions de papier également, puisque ces apatrides étaient privés de tout papier d'identité. On va apporter à ce problème de la circulation des apatrides des solutions internationales, alors que jusqu'ici le passeport restait une affaire d'État, une affaire d'État-nation. Il s'agit ainsi de répondre en créant de nouveaux papiers. Et c'est ce que va s'employer à faire la Société des Nations, qui a été créée à Genève en 1919, Société des Nations qui va mettre au point, avec l'aide de Fridtjof Nansen, qui va devenir haut-commissaire aux réfugiés russes, le passeport Nansen, qui se présente sous la forme d'un accordéon, comme l'appelaient les réfugiés russes. Un passeport qui montre souvent le grand nombre de visas sur les différentes pages pour permettre à ces exilés russes, puis arméniens, espagnols, autrichiens, allemands, de pouvoir circuler et surtout de pouvoir prouver leur identité. Ce renforcement de l'obligation du passeport, qui a été mis en place ou réactivé par la Première Guerre mondiale, va aboutir à renforcer la ligne de clivage entre les étrangers et les nationaux. Les étrangers dans les pays belligérants sont particulièrement surveillés. Ils peuvent être également envoyés dans des camps. Ça a été le cas pour de très nombreux ressortissants étrangers en France durant la Grande Guerre. On a donc une ligne de clivage qui est aussi une frontière de papier.
Avec leurs nombreuses révolutions, guerres et révoltes, mais aussi avec l'ouverture de nouveaux Eldorado économiques, les 19e et 20e siècles connaissent un intense brassage des peuples et des populations. Jamais dans l'histoire, autant d'hommes et de femmes se sont retrouvés à passer des frontières, à changer de pays, à franchir l'océan. Tout au long de cette histoire récente, l'uniformisation et la diffusion des passeports font naître de nouvelles notions, comme celle de l'étranger, de l'apatride ou encore de l'exilé, qui sont encore pleinement d'actualité. Détenir ou non un passeport devient un enjeu politique qui définit l'individu moderne et peut l'exclure d'une communauté. Alors que de nos jours, la Méditerranée se transforme en tombeau et que l'Europe dresse des murs physiques et idéologiques contre les migrants de tous horizons, l'histoire du passeport nous rappelle que les frontières de papier restent une grande illusion, avant tout sécuritaire et politique. Si les Européens et les Occidentaux peuvent facilement voyager, si le voyage est quelque chose de valorisé également dans les représentations, il n'en reste pas moins que cette réalité d'une société fluide, liquide, dans laquelle le transport facile, rapide et valorisé, eh bien, il y a tout un ensemble de laissés-pour-compte qui ne pourront pas avoir accès structurellement à cette liberté de circulation. En 2019, le détenteur d'un passeport japonais pouvait visiter 190 pays sans visa dans le monde. Le détenteur d'un passeport afghan, lui, n'avait accès qu'à 25 pays sans visa. Tout est dit, la liberté de circulation reste un idéal promu par les révolutionnaires français qui a un avenir très incertain. Et maintenant, Manon Bril déjoue la frontière entre histoire et culture populaire. Le contrôle d'identité et la traversée des frontières est évidemment un sujet bouillant d'actualité. Alors que les débats font rage, certains ont trouvé des façons très créatives pour réfléchir à ces questions. Notamment le créateur américain Lucas Pope qui a conçu le jeu vidéo Papers, Please. Ce jeu vous met dans la peau d'un agent de l'immigration travaillant au poste de frontière d'entrée d'une dictature fictive, l'Arstotzka, dont le drapeau n'est autre qu'un fier aigle rouge. Vous avez eu la chance d'être tiré au sort à la loterie du travail pour remplir ce poste et subvenir aux besoins d'une petite famille. Votre tâche consiste à contrôler les passeports des migrants en vérifiant qu'aucun n'est de faux papiers et en appliquant les consignes de l'État qui se durcissent au fil du jeu. Visa, permis de travail, etc. À la fin de la journée, vous êtes rémunéré au nombre de personnes que vous avez contrôlées, recevez des pénalités si vous avez commis des erreurs et dépensez votre argent pour payer votre loyer et nourrir votre famille. Il vous faudra aussi être très vigilant pour ne pas laisser passer les terroristes du pays voisin. Mais le jeu se complexifie aussi lorsque, par exemple, certains membres de votre famille tombent malades et que vous avez besoin de plus d'argent pour les soigner. Accepterez-vous les pots de vin qu'on vous glisse à vos risques et périls? Et lorsque cette jeune femme que vous avez validée vous laissera une note sur le bureau vous suppliant de ne pas laisser entrer la personne suivante car il fera d'elle son esclave, que ferez-vous? Le jeu vous promènera constamment entre la nécessité de nourrir votre famille et des cas touchant votre sens de l'éthique. Car comme l'a dit Sébastien Novak dans Libération, c'est bien le choix que vous propose d'expérimenter ce simulateur. Être un contrôleur zélé ou laisser place à votre humanité. Or, la vitesse du jeu qui s'accélère vous laisse de moins en moins le temps d'examiner les supplications de chaque migrant si vous voulez collecter l'argent nécessaire et vous pousse à des excès de zèle. Et si même avec tout ce zèle, votre famille finit décimée, vous prendrez de plein fouet l'absurdité de votre situation. Bref, un simulateur assez révélateur. Alors je repose la question. Vous avez vos papiers? Cette question, on l'a compris, est tout sauf anodine. Selon qui vous êtes, quand vous êtes, où vous êtes, elle ne pèse pas le même poids de hantise. Le passeport a pu être porteur d'un rêve universel, celui du laisser-passer à l'échelle mondiale. Il est aujourd'hui
gros d'un cauchemar, celui d'un contrôle global de l'identification personnelle. Faire l'histoire du passeport, c'est donc se laisser traverser par cette tension entre identité et mobilité, tension constitutive des sociétés comme des individus. Dans un roman paru en 2016 intitulé « Double nationalité », Nina Yargekov nous fait partager cette expérience existentielle du vacillement. Vous vous réveillez amnésique dans un aéroport. Vous plongez votre main dans votre sac, vous en sortez 2 passeports. Qui êtes-vous? Lorsque l'on doute autant de la consistance du « je » que de la consistance du « nous », la littérature peut cela, s'adresser à nous en disant « vous ».